Je vous propose de commencer. Écoutez, nous poursuivons ce cycle d'audition dans le cadre de notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, madame le rapporteur, mes chers collègues. Cette journée est consacrée en grande partie au secteur agricole. Nous auditionnerons tout à l'heure l'Agence de services et de paiement, l'ASP, avant d'entendre les syndicats agricoles. Pour commencer, nous recevons M. Martin Guiton, directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, que l'on connaît mieux sous le nom d'Agrimer. Il est accompagné de Mme Julie Braillet, encore, et de M. Stéphane Leden. Bonjour messieurs et dames. Merci pour votre présence. France Agrimer et l'ASP ne sont pas forcément bien connus du grand public. Ces auditions nous permettront donc de bien comprendre la délimitation entre les champs de compétences de ces deux opérateurs. Je rappelle que les deux agences ont été créées en même temps, en 2009. Elles ont toutes les deux un siège ou un site national à Montreuil. Cela me conduit à vous poser une première question. Cette proximité historique et géographique vous permet-elle de mieux coopérer en mutualisant certains services ou en bénéficiant de l'expertise de l'autre organisme? Autre question, avez-vous l'occasion d'échanger évidemment sur les bonnes pratiques? France Agrimer n'est pas uniquement un organisme payeur, mais aussi un centre d'expertise sur les marchés, un lieu de concertation entre les filières et enfin un organisme de soutien à l'exportation pour les secteurs agricoles et agroalimentaires. Votre établissement résulte de la fusion des anciens offices agricoles spécialisés par secteur. Cela m'amène à vous interroger sur le bilan de cette fusion. En effet, combien d'années a-t-il fallu pour que France Agrimer absorbe cette fusion? Comment s'est passée l'intégration des personnels en fonction de leur statut? Cette fusion a-t-elle conduit, selon vous, à un gain d'efficacité ou d'économie d'échelle? D'une manière générale, notre commission s'intéresse à la manière dont les agences, opérateurs, organismes consultatifs de l'État accomplissent leur mission, à la manière dont leur organisation ou la répartition des rôles avec les services déconcentrés ou les collectivités territoriales pourrait être améliorée. N'hésitez donc pas à nous faire part des difficultés que vous rencontrez à cet égard ou à faire des propositions allant dans le sens d'une meilleure mise en œuvre des politiques publiques. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'environ 10 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 € d'amende. Je vous remercie par ailleurs de me faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». À vous. Je le jure, monsieur toutes les personnes qui interviendront dans le cadre de cet échange. Voilà. Donc, vous avez juré tous les trois. Donc on va passer à un propos introductif, monsieur le directeur général, j'imagine. À l'issue de ces 10 minutes, je passerai la parole à madame le rapporteur pour une première série de questions. Et à l'issue, nos deux commissaires prendront le relais sur leur propre commission, leurs propres questions, évidemment. Voilà, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur le président, madame la rapporteure. Peut-être pour présenter les deux personnes qui m'accompagnent, j'ai pris mes fonctions de directeur général de France Agrimer il y a moins de 2 mois. J'ai dirigé par le passé une agence de l'eau, puisque vous les avez également reçus peut-être hier ou avant-hier. Et donc je suis accompagné de Julie Mayer-Mancor, comme vous l'avez dit, directrice générale adjointe depuis le mois de septembre. Donc elle a fêté ses 6 mois à la direction générale de l'établissement, donc elle le connaît mieux que moi. Et puis Stéphane Leden, qui est le directeur des interventions, et donc qui anime une équipe importante au cœur des missions de l'établissement France Agrimer. Voilà, alors j'avais connu par le passé France Agrimer, puisqu'il se trouve que j'étais directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt entre 2009 et 2015, d'abord en Poitou-Charentes, au moment où s'est créé l'établissement France Agrimer. Donc j'avais préfiguré l'organisation territoriale de l'établissement, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis après en Bretagne. Donc j'ai vu se mettre en place
pendant les 6 premières années de sa vie ce nouvel établissement, aux côtés en effet de l'Agence de services de paiement, puisque comme vous le voyez, on m'a fourni ce document qui me semble extrêmement illustratif de l'histoire commune d'un certain nombre d'établissements dépendant du ministère de l'Agriculture. Alors, sur l'écran, c'est peut-être un petit peu trop petit, mais j'avais fourni le document. On voit que le ministère de l'Agriculture, depuis déjà longtemps, alors d'abord était un lieu où se trouvaient énormément d'opérateurs publics. Le premier datant de 1936, c'était l'Office du blé, à des périodes où on a connu des crises en France sur ces productions. Et puis ensuite, se sont créés toute une série d'organismes dont certains étaient liés directement, la plupart d'ailleurs avaient des liens directs avec la politique agricole commune. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que vous voyez que au début des années 60, un établissement qui s'appelait le Format, qui avait regroupé toute une série d'organisations, a donné naissance ensuite à des organisations différentes selon les productions. Et puis en 2009, à l'époque, Michel Barnier était ministre de l'Agriculture. Ça devait être l'époque de la RGPP d'ailleurs. Et donc le ministère de l'Agriculture s'est engagé dans un exercice de fusion qui dépendait également de ce qu'avait été l'évolution de la politique agricole commune, avec la suppression ou la fusion d'un certain nombre d'organisations communes des marchés, un changement de paradigme également dans la gestion des aides à l'agriculture, puisqu'on est passé d'aides de soutien de marché, et c'est pour ça que ces établissements jouaient un rôle essentiel en France, vers des dispositifs d'aide directe aux producteurs. Et c'est là que l'Agence de services et de paiement, ou les organismes qui l'ont précédé, ont commencé à jouer un rôle plus important dans la gestion des aides de la politique agricole commune. D'une certaine façon, on a eu une bascule du monde de France Agrimaire vers le monde de l'ASP du fait des changements de règles communautaires. Pour autant, il est resté une organisation commune des marchés, et c'est finalement sur ce schéma que travaille, c'est sur ce pôle que travaille l'établissement de France Agrimaire, là où l'Agence de services et de paiement est l'acteur principal de la gestion des aides directes à l'agriculture. D'une certaine façon, nous sommes, dans le monde des filières, là où nos collègues de l'Agence de services et de paiement sont sur le monde de l'amont, de l'agriculture, avec les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et aujourd'hui les conseils régionaux qui sont autorités de gestion sur une partie des fonds. Mais je pourrais revenir sur le sujet. Mais France Agrimaire, ça n'est pas que la gestion des aides, parce que pour pouvoir intervenir dans les thématiques de la gestion des aides, on a besoin d'informations économiques, de connaissances du fonctionnement des marchés et des filières, d'études prospectives, parce qu'on voit bien les difficultés auxquelles sont confrontées nos filières agricoles et agroalimentaires. Et c'est une des missions importantes de l'établissement et qui touche au-delà de l'agriculture ou des entreprises industrielles, puisque ça concerne aussi la grande distribution, les consommateurs et d'une certaine façon le grand public. Et il faut savoir que dans les instances de gouvernance de France Agrimaire, on va trouver des représentants des consommateurs. Je présente souvent les choses un petit peu comme... peut-être que la formule est un peu usée, mais de la fourche à la fourchette, au sens où on va retrouver, au sein notamment du conseil d'administration de l'établissement, des acteurs agricoles représentant les syndicats représentatifs au niveau national, la coopération, l'industrie, la distribution, les consommateurs, je l'ai dit, également un représentant des salariés des filières agricoles et agroalimentaires, à côté des élus, puisqu'on a 2 parlementaires, dont un sénateur, qui siège au conseil d'administration de l'établissement, à côté d'un représentant des conseils régionaux et de seulement 4 représentants de l'État. Donc c'est une gouvernance évidemment, il n'y a aucun doute, l'établissement public est sous une tutelle totale du ministère de l'Agriculture, on y reviendra peut-être aussi dans les questions, et du ministère du Budget, puisque nous sommes des gestionnaires de fonds publics, mais la gouvernance a un caractère interprofessionnel marqué, et encore plus marqué si on regarde la comitologie de l'établissement, mais ce sont des lieux d'un fonctionnement
d'une certaine façon, oui, de démocratie participative, je ne sais pas si je peux prendre ce terme-là, où on trouve des conseils spécialisés qui sont un peu la mémoire des différents offices existants au moment de la fusion de l'établissement, où on va retrouver les acteurs des grandes cultures, des fruits et légumes, de la viticulture, de la pêche et de l'aquaculture, parce que j'ai beaucoup parlé d'agriculture. Je ne voudrais pas oublier la pêche, qu'on entend bien d'ailleurs dans l'intitulé de l'établissement. Et c'est d'ailleurs ce conseil spécialisé est sans doute le seul vrai lieu national où tous les acteurs de la pêche et de l'aquaculture se retrouvent dans les locaux de l'établissement à Montreuil. FranceAgriMer, c'est l'établissement des filières agricoles et de la pêche. Et merci d'avoir d'ailleurs vous-même repris l'intitulé complet, Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui évidemment qui présente peut-être mieux l'établissement que son titre raccourci. Je reviens sur l'organisation territoriale. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toutes les questions que vous avez posées, Monsieur le Président, mais comme j'avais préparé mon intervention, je vais essayer de m'y rattacher, mais je pourrais revenir à un moment ou à un autre aux questions que j'ai notées. Vous avez évoqué l'articulation avec les services territoriaux de l'État. En 2009, l'organisation qui avait été choisie par le ministre de l'Agriculture, c'était justement de croiser l'établissement et son organisation avec l'échelon territorial régional du ministère de l'Agriculture, puisque tous les agents des offices qui sont rapportés sur la diapo et qui ont intégré FranceAgriMer ont été intégrés dans un service, soit dans un service territorial, soit au sein d'un service préexistant dans la DRAF, soit, notamment dans les régions viticoles où les effectifs sont plus importants, dans un service qualifié de FranceAgriMer, sous l'autorité du directeur ou de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donc sous l'autorité des préfets de région. Alors je sais que cette organisation peut faire discussion, s'agissant d'une organisation d'opérateur national, mais je crois, et pour l'avoir connue moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, en étant au niveau régional, qu'elle a un grand intérêt pour les services déconcentrés de l'État, puisque ça a apporté en 2009 des vraies compétences d'agents de terrain, spécialistes des produits de l'élevage, des filières viticoles, des fruits et légumes, au sein des services de l'État, qui avaient peut-être évolué progressivement vers d'abord des tâches administratives, là où les agents de FranceAgriMer étaient sur le terrain, au plus près des filières. Et puis on travaille aussi régulièrement avec les directions départementales des territoires, puisque l'établissement, outre la gestion des fonds européens qu'il est amené à gérer, est amené aussi à intervenir en gestion de crise. Il est largement utilisé par le ministère de l'Agriculture pour mettre en place des mesures d'urgence. Donc l'organisation se fait entre la Direction générale des politiques économiques du ministère de l'Agriculture et les services centraux, pilotés par Stéphane Leden. Mais ensuite, l'outillage informatique, dont vous savez qu'il est évidemment de plus en plus essentiel dans la mise en place de dispositifs comme cela, est piloté entièrement au siège. Mais ensuite, l'instruction des dossiers, le face-à-face avec les bénéficiaires se déroule le plus souvent au niveau départemental, qui est l'échelon sans doute des bassins de vie et avec des services des DDT qui sont bien connus de leurs interlocuteurs professionnels. Donc FranceAgriMer, c'est clairement d'abord un gestionnaire d'aide de la PAC, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est lui qui gère le FEAGA, donc qui relève des organisations communes de l'organisation commune des marchés, je les ai déjà dit tout à l'heure. C'est là que se définissent les priorités annuelles, les dispositifs de gestion d'aide, l'accompagnement des filières qui nécessitent cette connaissance que j'ai rappelée, et ça se fait notamment à travers des conseils spécialisés constitués de tous les professionnels que j'ai rappelés. Et j'insiste sur le fait, puisque vous recevez après les syndicats agricoles, qu'on n'y trouve pas que, enfin je l'ai un peu évoqué déjà, mais je réinsiste sur le fait qu'on n'y trouve pas que les syndicats agricoles et que c'est bien toute la filière qui va avoir à discuter de ces priorisations. Et ça entraîne, je ne vous le cache pas, de nombreux débats pour définir les priorités en fonction de la situation des marchés. Voilà. Et pour mémoire, j'ai évoqué la pêche.
On gère également le volet national du FEAMPA, qui est le fonds pour la pêche au niveau communautaire, et également du Fonds social européen pour l'aide aux plus démunis sous le pilotage du ministère en charge de la cohésion sociale. Voilà, et je voulais en conclusion insister et de façon positive aussi sur le fait que l'établissement FranceAgriMer a été très fier de voir que dans la nouvelle loi d'orientation du 24 mars dernier, que vous avez débattu ici au Sénat, son rôle a été reconnu, puisque dans ce cadre-là, vous avez confié à l'établissement un rôle particulier dans l'organisation des conférences de la souveraineté alimentaire et dans l'accompagnement des filières et interprofessions pour définir les stratégies de souveraineté alimentaire avec une cible en 2026. Et je crois que c'est une belle reconnaissance du travail que nous pouvons faire. Si j'essaye, mais je pense avoir atteint mon quota de 10 minutes, mais si vous m'autorisez, Monsieur le Président, à répondre à vos questions, je vais le faire rapidement. Sur le bilan de la fusion, pour avoir été présent sur le terrain, mais de 2009 à 2015, je l'ai dit, et en revenant dans ces premières semaines, il y a eu aussi un travail qui a été fait par la Cour des comptes. Le Conseil général de l'agriculture est également venu faire un bilan pour avoir travaillé en agence de l'eau sur la mutualisation. Je ne sais pas si ça a peut-être été évoqué au cours de la table ronde. Des fusions, des rapprochements, c'est souvent très lourd, sauf à être fait au pas de charge et entraîner un certain nombre de conséquences dans l'organisation sociale même de l'établissement. Moi, je pense que, revenant, je trouve que la culture FranceAgriMer est aujourd'hui très largement partagée au sein de l'établissement. Ça fait quand même plus de 15 ans que la fusion a eu lieu. Alors évidemment, je trouve des collaborateurs qui me rappellent, qui viennent de l'ONILE, qui viennent de l'ONIC, mais ça c'est plutôt sympathique. En tout cas, je le vois ainsi. Mais globalement, il y a une culture commune de l'ensemble de l'établissement. Il reste bien sans doute quelques outils informatiques qui datent d'avant la fusion, ce qui fragilise nos organisations. Et je crois réellement qu'il y a une économie d'échelle très forte, que l'on voit d'ailleurs dans le déploiement de la gestion d'aide de crise, et c'est reconnu par le ministère de l'Agriculture. Nous sommes en capacité à répondre très vite aux engagements des ministres pour répondre à des situations difficiles, aussi bien d'ailleurs sur l'agriculture que sur la pêche, puisque c'est FranceAgriMer qui gère le dispositif d'indemnisation des pêcheurs dans le golfe de Gascogne, dont chacun a entendu parler, ou presque. L'intégration des personnels a également été, je crois, réussie et fait l'objet d'une gestion commune, certaine. Donc voilà, alors 15 ans, je l'ai dit, c'est long, et donc il est heureusement satisfaisant de constater que la fusion a été réussie, et réussie également au sein des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui n'était peut-être pas l'exercice le plus facile, puisqu'on croise une culture d'établissement national avec celle d'un service déconcentré de l'État. Un regret peut-être, c'est sur l'articulation avec les régions, puisque vous savez qu'aujourd'hui les régions ont des compétences extrêmement étendues en matière de développement économique, d'agriculture. Je pense qu'on peut progresser sur le travail à faire avec elles, et avec elles les 13 collectivités régionales métropolitaines. C'est ce qui est sans doute plus difficile pour un établissement national. Alors ça se fait au niveau local avec les services territoriaux et les DRAF, mais on a à développer sûrement les coopérations. En tout cas, c'est l'engagement qu'on s'est donné avec Régions de France. On a des représentants des régions dans les comités spécialisés, ou dans les conseils spécialisés, pardon, ou au conseil d'administration, mais c'est sûrement pas suffisant, et il faut qu'on partage beaucoup plus avec les régions qui ont accès à toutes les informations sans doute nécessaires, mais il faut qu'on aille plus loin dans la construction d'un travail commun. Et puis, je vais finir sur la proximité avec l'agence de services et de paiement, puisqu'effectivement, cet organigramme montre bien la proximité de nos établissements. Le siège de l'ASP est à Limoges, mais en effet, la direction, la
présidence, direction générale, je ne sais pas comment on dit, en tout cas le PDG lui-même et un certain nombre de ses collaborateurs est au siège et dans les mêmes locaux que le siège de FranceAgriMer. FranceAgriMer gère en fait un bâtiment entier qui s'appelle l'Arboreal, puisque c'est sur un site d'une ancienne site industriel de déroulage du bois, très très beau site. Il reste quelques vestiges patrimoniaux sur ce site. Et ça rappelle l'histoire aussi du ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Et donc, on a là l'agence bio, l'INAO, l'Odéadom, tous les établissements qu'on retrouve au bas du document pour ceux qui ont une bonne vue dans la salle. Et donc, l'équipe nationale de l'ASP est en gros 600 agents de FranceAgriMer, puisqu'on a 300 agents au niveau territorial dans les DRAF. Et donc, on a déjà engagé des mutualisations importantes. FranceAgriMer gère l'ensemble du site et offre une série de prestations communes à l'ensemble des établissements du ministère de l'Agriculture et d'ailleurs au-delà, puisqu'on a quelques autres colocataires. On a un groupement comptable aujourd'hui pour l'ensemble des établissements du ministère de l'Agriculture et on a évidemment, pour ce qui concerne la gestion des aides, mais à la fois d'ailleurs avec l'ASP et à une autre échelle avec l'Odéadom, des échanges réguliers. On était encore cette semaine avec l'ensemble des directeurs, directrices générales de ces structures pour échanger sur nos thématiques communes. Voilà, j'ai été sûrement trop long. Et je m'arrête à ce stade. Merci, monsieur le directeur général. Écoutez, nous allons passer aux questions de madame le rapporteur. Merci, monsieur le président. Donc non, vous n'avez pas été trop long, monsieur le directeur général, parce que vous avez du coup généré plein de questions de ma part. En plus de celles que j'avais préparées en amont. Non, je vais rebondir sur quasiment vos derniers propos. Vous avez mentionné l'existence d'une gestion, d'un groupement comptable pour les agences du ministère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et est-ce que vous pouvez nous dire aussi s'il y a d'autres mutualisations au sein des agences du ministère de l'Agriculture? Je voudrais aussi que vous reveniez sur ces, si j'ai bien noté, 600 agents qui sont dans les DRAF. Donc, quel est leur 300, bon, 300. Mais quel est leur statut? Qui est le payeur? Quelle est la chaîne hiérarchique? C'est-à-dire auprès de qui il y a l'autorité fonctionnelle, l'autorité... Enfin voilà, c'est juste pour comprendre, parce que là on est vraiment dans un cas assez particulier. Je pense qu'on n'a encore jamais rencontré dans nos auditions. Tout à l'heure, vous nous avez aussi indiqué que la naissance de FranceAgriMer était liée pour partie à la réforme des aides européennes. Est-ce que les autres pays de l'Union ont, comme nous, un système bicéphale ASP FranceAgriMer? Voilà pour mes premières questions qui font écho à vos propos introductifs. Alors, je vais revenir. J'ai fait une erreur tout à l'heure sur le groupement comptable. C'est effectivement l'ASP a son propre groupement comptable, puisque enfin, son agence comptable. L'ASP, c'est des montants absolument considérables, puisque vous savez qu'au-delà, mais ils le diront, le président directeur général l'évoquera tout à l'heure, au-delà des crédits du ministère de l'Agriculture et surtout des crédits de la politique agricole commune, il gère bien d'autres dispositifs pour de nombreux ministères. Mais donc ça reste vrai pour Odéadom, INAO, Agence Bio. Nous travaillons ensemble sur ce groupement comptable. J'ai pas d'exemple. Alors j'en avais un dans le domaine de l'environnement, puisque c'était le cas des agences de l'eau. Les agences de l'eau progressivement constituaient un groupement comptable. J'ai pas d'exemple en tête pour le ministère de l'Agriculture, je m'en excuse. Alors, je ne sais pas si mes collaborateurs en ont, mais ils pourront y revenir si vous en êtes d'accord. La place des agents en DRAF, c'est effectivement une organisation originale. Elle l'était encore plus en 2009. Et donc, les agents sont bien rémunérés par l'établissement, mais c'est bien le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui est leur responsable hiérarchique. Pour leur action, ils sont amenés à travailler avec la direction des interventions, dirigée par Stéphane Leden sur des opérations de planification. On a un exemple complémentaire d'ailleurs. Ils sont payés par FranceAgriMer.
Donc on a un dialogue de gestion. Ouais. Oui, alors les DRAF sont réunis régulièrement par France Agrimaire, hein, c'est-à-dire qu'on profite des réunions des DRAF au ministère de l'Agriculture pour avoir des échanges. Donc je préside ces réunions. On fait la même chose avec les services territoriaux des DRAF, c'est-à-dire que c'est notre réseau déconcentré aux côtés des administrations centrales du ministère de l'Agriculture. Moi, il me semble que ça fonctionne bien. Il faudrait peut-être avoir le son de cloche du côté des services territoriaux et des préfets, mais je pense que c'est un système assez fluide. Et moi, je l'avais vu en tant que DRAF comme extrêmement positif, hein, puisque ça permettait à la DRAF d'avoir la vision complète sur l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires au niveau territorial. Et c'est évidemment essentiel pour l'action de l'État en région. C'est évidemment un système... alors je ne le qualifierais pas de baroque parce que ça a fait ses preuves depuis 15 ans, mais qui croise une organisation nationale et une organisation territoriale. C'est une demande forte des préfets, hein, et moi je trouve que ça fonctionne bien. Les représentants des personnels, alors d'ailleurs oui c'est ça, les représentants, les agents de France Agrimaire peuvent être représentés évidemment dans les CSA de la DRAF, hein, s'ils ont des engagements syndicaux, et ils sont évidemment représentés, ils constituent le CSA de l'établissement avec des collègues du siège. Et donc il y a 2 lieux de dialogue social, et donc ça fait partie du jeu, hein, c'est effectivement d'avoir des échanges réguliers pour lever les incompréhensions ou les difficultés qui peuvent se poser. Il y a une convention qui régit cette modalité de fonctionnement entre le ministère et France Agrimaire. Alors, on a une délégation, c'est-à-dire qu'il y a une délégation de signature du... j'ai droit à des fiches. Il y a une délégation de signature du directeur. Moi, quand je suis arrivé, il y a moins de 2 mois, j'ai délégué une compétence au préfet qui redélègue au directeur régional. Et ensuite, moi j'appelle ça dialogue de gestion, c'est-à-dire qu'on échange régulièrement avec les directeurs régionaux des moyens qu'on leur confie, puisqu'on finance une partie du fonctionnement de l'établissement. C'est des crédits qui passent par le ministère de l'Agriculture. On finance des véhicules, on finance l'investissement des véhicules, mais c'est des financements qu'on apporte à la DRAF et pas directement aux agents de France Agrimaire. C'est des moyens qui viennent compléter les moyens que le ministère de l'Agriculture délègue aux directeurs régionaux. Et vous aviez posé une troisième... Oui. Enfin, ouais. Je pense que c'est très intéressant et ça nous ouvre des pistes pour d'autres secteurs. Peut-être que dans vos éléments écrits, si vous pouvez nous... Oui, on peut détailler. Faire un peu aussi l'historique. Voilà, en 2009, comment ça s'est passé, comment les syndicats... Enfin, parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment plein... Pour les agents qui sont dans ces situations particulières, ça a dû être un peu quand même un changement. Enfin, alors, voilà, moi, ça, je l'ai vécu. Donc ça, je peux parler. Là, j'ai peut-être plus de difficultés à évoquer. C'est encore, on a commencé avec Julie Braillard à se déplacer dans les régions pour aller à la rencontre de nos collaborateurs territoriaux. Alors, j'étais pas un agent d'un office agricole, évidemment, j'étais le directeur régional. Mais moi, j'ai plutôt souvenir d'un travail coopératif étroit. On s'est appuyé quand je dis on, c'est les directeurs régionaux de l'époque, on s'est appuyé sur des cadres des établissements publics, puisqu'il y a eu une préfiguration. Comme il y avait à la fois cette intégration dans la DRAF, mais il y avait peut-être un exercice encore plus complexe, c'était la fusion d'agents d'office qui avaient certes le même statut, mais qui en même temps se découvraient un peu, puisque quand on travaillait sur la filière laitière, on ne connaissait pas forcément ses collègues qui travaillaient sur la filière céréalière. Donc il y a un double exercice, celui d'une fusion d'établissements, à la fois au siège et en région, et en même temps une intégration au sein d'une autre administration qui était la DRAF. Heureusement, on se connaissait, hein. Évidemment, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, eux, travailler avec l'ensemble des offices agricoles. Donc il y avait une bonne connaissance des acteurs de l'économie agricole au sein de la DRAF avec leurs collègues des différents offices. C'était finalement peut-être entre offices qu'on se connaissait un petit peu mieux.
Mais on prend l'engagement de détailler dans la réponse ce qu'on avait préparé. Sur ce sujet-là, qu'ils n'hésitent pas. Et j'ai une dernière question, c'est sur la maille géographique. Pour vous, la maille régionale est bien la maille pertinente, même avec la création des grandes régions, versus une maille départementale, parce qu'on aurait très bien pu imaginer que ces agents ils soient dans les DDT. Alors, ils avaient une action régionale. Donc, le champ de... Il faut que je fasse attention de ne pas froisser peut-être les acteurs départementaux. Moi, je crois que la proximité, c'est clairement le département. Et c'est pour ça que je dis la gestion de crise. Le niveau régional est sans doute pas le meilleur lieu. Et alors, c'est sans doute encore plus vrai. J'avais oublié effectivement qu'après, il y a eu l'exercice de fusion des régions, ce qui a obligé encore à un exercice de rapprochement entre plusieurs directions régionales de l'agriculture, quelquefois 3, enfin, comme pour tous les autres services de l'État ou même pour les collectivités régionales. La proximité en gestion de crise, c'est indispensable. On est dans des périodes où les acteurs sont dans des situations d'incertitude forte. Il faut qu'ils soient avec des interlocuteurs de services publics de proximité. En revanche, quand on construit des stratégies de filière, quelquefois même la maille régionale n'est plus suffisante. On est face à des acteurs qui travaillent sur plusieurs régions. Il suffit de regarder les grands acteurs coopératifs français, ils travaillent facilement. Et alors que la coopérative par construction est ancrée sur son territoire, pour autant, ils travaillent sur 2, 3. On a des acteurs coopératifs dans le Grand Ouest qui sont sur 3 régions administratives assez facilement. Alors avec la fusion de régions, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais je suis convaincu que l'échelon régional est vraiment l'acteur. C'est d'ailleurs ce que finalement le législateur lui-même a écrit en confiant aux régions l'essentiel des leviers dans le domaine économique, d'aménagement du territoire, de l'agriculture, puisqu'une part importante des politiques agricoles sont maintenant sous le pilotage des régions, d'où mon regret tout à l'heure et la nécessité sûrement d'aller plus loin dans les travaux avec les régions. Donc, de toute façon, il n'aurait pas été possible de retrouver au niveau départemental. Les effectifs peuvent être dans certaines régions assez restreints. Donc, le niveau départemental, enfin, on aurait éclaté des moyens insuffisants au niveau départemental. Et alors, vous aviez tout à l'heure, Madame la rapporteure, je crois qu'il y avait une 3e question, mais à laquelle je n'avais pas répondu. Mais l'organisation dans les autres pays européens. Ah oui, c'était celle-là. Là, moi, j'ai pas connaissance. Alors, je ne sais pas si mes collègues ont cette connaissance de l'organisation dans les autres pays européens. Alors, sans forcément avoir une connaissance exhaustive d'un parangonnage sur le sujet au niveau européen, je pense que ce qui est aussi important, c'est de se rappeler que France Agrimaire, donc issue de la création des offices, est intimement liée aussi à l'histoire agricole française, et que les offices sont nés avant tout après la crise des années 30 et une politique agricole d'intervention et d'organisation des filières qui a été mise en place, et des offices qui ont été créés avant la mise en place de la politique agricole commune. C'est aussi important, c'est-à-dire qu'il y a eu cette organisation des filières et d'intervention qui a précédé la mise en œuvre de la politique agricole commune, puisque tout cela a été créé dans les années 30, on le revoit d'ailleurs dans le schéma, et une politique agricole commune qui a été créée je dirais après le traité de Rome, et s'est développé dans les années 60. Et une politique agricole commune qui a été marquée pendant toutes ces décennies XXe siècle par une politique essentiellement d'intervention et de régulation des prix et des marchés, et d'intervention avec des créations de stockage. On pourra y revenir. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a une histoire sur le sujet de l'aide alimentaire, qui fait qu'on a des missions en la matière. Et, oui. Non, je vous coupe. Excusez-moi, mais avant. Donc, il n'y avait pas d'organisme, il n'y a pas de régulation, il n'y avait pas de planification. Avant les années 30 Avant les années 30, alors, comment dire, modestement, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait... Alors, il y avait j'imagine, parce que je ne suis pas... Voilà, il y avait un ministère de l'Agriculture, mais il n'y avait pas d'organisme de régulation des marchés, à ma connaissance, et sous toute réserve, puisque c'est vraiment à partir de la crise des années 30
qui ont été créés à la fois toute la gestion et la mise en place du contrôle qualité de tout le travail sur les appellations liées à la crise viticole des années 30 avec la création de l'INAO, et sur les céréales post-crise, la création de ce qui a donné l'Office national du blé et puis ensuite l'Office national des céréales, l'ONIC, et à partir de là un travail sur l'ensemble des filières. Et au niveau de la PAC, il faut se rappeler également que nous avions des organisations, donc y compris dans les années 60, 70, 80, jusqu'aux premières réformes des années 90 et à l'agenda 2000 avec la grande réforme de la PAC, nous avions une politique agricole commune qui était essentiellement liée à l'organisation commune des marchés, ce qui justifiait à cette époque-là aussi d'avoir une approche par filière, y compris de nos outils d'intervention et des outils financiers européens par filière, avec ensuite des outils, j'allais dire, plus transversaux. Donc c'est vrai que la mise en place de l'agenda 2000, je le souligne, a réformé de façon vraiment profonde la politique agricole commune avec la mise en place d'aides aux revenus, tout ça lié à nos discussions internationales et nos engagements dans l'Organisation mondiale du commerce également. Et les nouveaux États membres qui ont rejoint l'Union européenne ont mis en place une politique agricole commune qui était déjà réformée, puisqu'en fait, eux ont mis en place une politique qui était la politique post-agenda 2000. Donc en fait, dans les 10 nouveaux États membres, probablement la modalité de gestion des finances publiques, des financements européens, FEAGA, FEADER, est probablement assez différente et plus proche en termes d'outils et de simplification, d'outils simples de gestion de ce que peuvent être les deux fonds FEAGA, FEADER. Alors que c'est vrai que dans les États membres qui ont eu à gérer la PAC avant, on a une diversité d'outils et qui est liée aussi à l'organisation territoriale des pays. La politique agricole commune en Italie ou en Allemagne est intrinsèquement liée à une forte compétence régionale qui met en œuvre la politique agricole dans son ensemble. Alors, je n'ai pas le détail des organismes payeurs, mais il est clair que les régions ont une compétence totale, mais y compris sur les engagements aussi de coordination, de contrôle, de gestion de contrôle et de responsabilité financière liées aux potentiels apurements. Pour revenir aux années 30 quand même, je pense que le développement de l'agriculture française, il s'est largement fait après la guerre, avec le développement de la mécanisation, et puis ensuite par la politique agricole commune, qui est elle-même une politique de souveraineté alimentaire européenne. Donc, je pense que c'est important d'ailleurs toujours de le rappeler. Sans la PAC, je ne suis pas sûr qu'on serait dans la situation d'aujourd'hui. Donc la PAC a joué un rôle évidemment majeur dans le développement de l'agriculture française. Merci. Alors, je vais arriver aux questions que j'avais préparées. La première, voilà, sur ce schéma, on voit bien que FranceAgriMer a déjà intégré une grande partie des opérateurs et agences du ministère de l'Agriculture, mais il en reste quelques-uns qui sont tout seuls. Alors, je mets à part l'ASP. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie que l'INAO, l'ORDAC et l'ODEADOM restent à côté et ne soient pas dans FranceAgriMer ? L'ODARC, c'est la Corse, donc je pense que le statut particulier de cette région le justifie, puisque c'est un établissement qui relève de l'organisation départementale aujourd'hui. Je pense que c'est une question... Première réponse peut-être, excusez-moi de prendre le temps de réfléchir à la réponse à apporter. Je ne suis pas sûr que la fusion d'opérateurs soit toujours la bonne réponse. Là, ça s'est fait, à mon avis, très largement. Alors, il y avait la volonté de l'État à cette époque-là de réformer. Enfin, c'était une énième phase de refondation, de réorganisation de l'État et de ses opérateurs. Et il se trouve que c'était en réalité préparé par l'évolution de la politique agricole commune. Il était naturel, puisqu'il n'y avait plus qu'une seule organisation commune de marché, que l'ensemble de ces établissements fusionnent. Et ça s'est fait même peut-être un peu en retard par rapport à ce qu'avait été l'évolution de la politique agricole commune. On a ensuite des politiques de qualité, je pense à l'INAO, qui justifie vraisemblablement, si on veut avoir un affichage politique sur ces actions particulières, avec une longue histoire. Vous avez vu que là aussi, l'INAO a été
constituée en 1935, mais il vaudrait mieux que ça soit d'ailleurs la directrice générale de l'INAO qui réponde à ma place. Il y a des liens très étroits avec les territoires, puisque c'est un organisme encore plus particulier peut-être que le nôtre dans sa gouvernance, puisqu'une partie de ses financements viennent également des territoires sous signe de qualité. À chaque fois, dans les exemples que vous avez cités, on a des gouvernances particulières. Sur l'outre-mer, évidemment, il serait intéressant d'avoir le retour des parlementaires de ces départements. Là aussi, on est sur une agriculture qui est celle, le plus souvent, à l'exception de la Guyane, de territoires iliens, dans d'autres continents, avec une agriculture très différente de celle qu'on peut trouver en métropole, et donc qui justifie vraisemblablement là aussi d'une gouvernance particulière. Et c'est d'ailleurs une inquiétude qu'auraient les élus et les élus agricoles, les élus politiques et agricoles, d'avoir une concertation qui se fasse dans des cercles plus larges que les acteurs de ces départements eux-mêmes. Déjà, d'ailleurs, quand on travaille sur les départements d'outre-mer, on rapproche des élus de la Réunion et ceux de la Guyane ou des Antilles. Donc, voilà, c'est ça qui justifie, enfin, à mon sens, c'est les lieux de concertation, les acteurs de la concertation qui sont relativement différents et qui justifient sans doute d'une gouvernance particulière. Et la réponse qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'apporterait une fusion? Sinon, des économies d'échelle, vraisemblablement, sur les fonctions support. Mais ça, c'est des choses qu'on fait déjà. Je l'ai évoqué sur le groupement comptable, et qui peuvent sûrement s'améliorer encore, parce qu'on comprend bien qu'une structure de 20 ou de 50 personnes ne peut pas se permettre de financer des postes spécialisés dans certains domaines, et on a sans doute à s'améliorer. C'est la discussion qu'on a eue d'ailleurs avec mes interlocuteurs depuis mon arrivée, de voir comment on peut mieux mutualiser ces fonctions particulières, parce que quand on travaille sur les achats, il y a effectivement une équipe achat, mais qui est assez réduite d'ailleurs, à France Arimer, de 6 ou 7 personnes, mais évidemment, les petites structures ne peuvent pas avoir de spécialistes de l'achat, et pourtant, elles sont amenées à faire des achats. Donc on a sans doute là, comme le font les agences de l'eau, si je peux me permettre cette comparaison, à mieux rapprocher nos fonctions support pour que ces structures de petite dimension puissent réserver leur force peut-être sur leur mission principale. Alors, j'ai regardé votre rapport d'activité 2023, puisque c'est le dernier qui est disponible. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit les éléments qui sont mis en avant, on se pose tout de suite des questions sur quelle est peut-être la légitimité de France Agrimer, en tout cas la lisibilité de l'action publique, parce que pour mes collègues, je cite, il y a une partie sur l'aide alimentaire aux plus démunis. Pour moi, ça relève de la mission solidarité dans la loi de finances. Ensuite, on a le programme lait et fruits à l'école. Là, j'avoue que pour moi, vous prenez un peu la place des collectivités locales qui ont en charge les écoles primaires. Et alors, arrive ensuite soutenir le dynamisme de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Et là, je me suis demandé ce que venait faire France Agrimer, parce qu'il me semble qu'il y a un organisme de recherche qui doit s'appeler le CIRAD, qui est spécifiquement justement pour la coopération agricole, et on pourrait après se poser la question aussi des liens avec l'AFD. Donc voilà, c'est 3 éléments de votre rapport, et il y en a d'autres derrière, mais comment aujourd'hui, soit vous gérez cette interconnexion en fait avec des politiques publiques de nature très diverses, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il faudrait recentrer ou concentrer l'action de France Agrimer, et quitte à donner laisser des pans entiers. Voilà, ma question c'est, est-ce qu'on n'a pas parfois trop d'acteurs qui s'occupent des mêmes questions, et est-ce que ce n'est pas source d'inefficience ou de surcoût? Alors, comme tout le monde n'a pas lu le rapport d'activité, mais qui est un très beau document, moi aussi, en arrivant, je suis allé ressortir le rapport d'activité. Ouais. Et ce rapport d'activité, non mais il est intéressant parce qu'il n'a pas la forme habituelle d'un rapport d'activité. C'est plutôt un document qui met en valeur chaque année, presque sous forme d'articles d'ailleurs, toute une série de projets accompagnés par France Agrimer. Et c'est évidemment pas
à l'image de la répartition en poids, enfin, je ne sais pas comment le qualifier, hein, le poids de chaque activité au sein de l'établissement. Alors je vais quand même reprendre ces 3 exemples qui sont effectivement tout à fait illustratifs sur ce qui concerne l'aide aux plus démunis. Ça, c'est un espèce de reliquat de l'histoire quand la politique agricole commune menée à un certain excès avait amené à des stocks considérables de poudre de lait, de viande. Enfin, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, mais c'est déjà d'une histoire ancienne. Et ces stocks étaient utilisés pour une aide alimentaire aux plus démunis. Et c'est à ce titre-là que l'Europe, d'ailleurs, accompagnait ces dispositifs et que, assez logiquement, les opérateurs qui sont là intervenaient dans cette action. Aujourd'hui, c'est effectivement fini, c'est-à-dire qu'au niveau communautaire, il est évidemment apparu, alors je ne sais pas si c'est la Cour des comptes européenne qui, à un moment donné, a dit mais là, on n'est plus sur une politique agricole, c'est fini, et donc c'est une politique effectivement d'action sociale. C'est une très belle politique, c'est une politique de solidarité, c'est une politique, c'est finalement sans doute un service public important, exceptionnel et qu'il faut préserver. Mais ça relève d'ailleurs effectivement du ministère en charge de la cohésion sociale, de la direction générale de la cohésion sociale avec laquelle on travaille. Ça n'avait pas échappé à ma prédécesseur qui avait fait la même analyse sans doute que vous, mais sauf que personne ne veut le faire. Donc aujourd'hui, si je dis au directeur général de la cohésion sociale, bah, nous on arrête, il n'a pas immédiatement de solution. Voilà. Mais en tout cas, de notre côté, on ne s'accroche pas du tout à cette action, même si, encore une fois, c'est un service public et il faut que quelqu'un l'exerce. Voilà. Et en tout cas, par défaut, et c'est pas facile, hein, parce que c'est sans doute un sujet sur lequel on a eu d'ailleurs le plus de difficultés, puisqu'on a des audits, des contrôles. Il y a eu un moment donné où il a été considéré qu'on n'était pas tout à fait suffisamment exigeant, donc ça a emmené à une difficulté avec la commission. Il y a eu une affaire également, vous vous souvenez peut-être, de qualité de produits de steak haché qui avait entraîné aussi une mauvaise communication nationale pour l'établissement. Donc c'est vraiment pas... C'est un sujet sur lequel c'est très lourd en termes d'achat, puisque c'est l'établissement qui achète directement les denrées pour les fournir ensuite aux ONG. Et on n'est pas vraiment maître du choix de l'organisation. On pourrait trouver une autre organisation plus légère, mais nous ne sommes pas les ordonnateurs. Deuxième sujet, les fruits à l'école, c'est un programme européen financé par le FEAGA dont nous sommes gestionnaire. Et c'est ça qui amène à ce qu'on continue à agir avec les collectivités. En l'occurrence, on intervient auprès des collectivités. C'est évidemment la collectivité qui est maître de son action. Et puis sur l'international, c'est important parce que je crois que j'avais oublié d'en parler. Donc merci de me tendre une perche. On a aussi une mission importante d'accompagnement des filières. Et si vous les interrogez directement, les filières, elles vous le diront elles-mêmes. Moi, j'ai eu l'occasion au Salon de l'Agriculture de rencontrer les interprofessions. Et à chaque fois, on m'a parlé de l'action de France Agrimaire à l'international pour accompagner, notamment, vous savez qu'il y a des procédures d'agrément qui sont très lourdes, et le ministère de l'Agriculture, donc c'est la Direction Générale de l'Alimentation, s'appuie sur France Agrimaire pour jouer ce rôle d'interface entre les acteurs économiques, les entreprises, avec les services notamment sanitaires des pays étrangers. Et donc on a par exemple dans le domaine de la santé animale des vétérinaires qui parlent à des vétérinaires des pays étrangers. Là on a travaillé récemment sur l'ouverture du marché indonésien sur les huîtres françaises par exemple. Donc voilà des sujets où on joue ce rôle de facilitation en lien évidemment avec les services économiques en ambassade, en lien avec les autorités sanitaires françaises. On est un peu... On est ce tiers de confiance, c'est la même chose sur la formation des prix, qui permet de garantir aux filières un cadre sécurisé d'action. On est peut-être, cet appui
On est clairement l'administration, hein, les 3/4 des agents de France Agrimaire sont des fonctionnaires, mais en même temps, on joue ce rôle d'intermédiaire avec des professionnels qui sont membres de nos instances et que l'on connaît et qu'on réunit par exemple sur les sujets, avec les services de l'État toujours, sur les sujets d'exportation. Et puis on a également une coopération institutionnelle en appui de ce qui se fait par ailleurs avec les ministères. On a vu au Salon de l'Agriculture, le Maroc était l'invité d'honneur. L'Office des céréales avait une coopération ancienne avec son interlocuteur marocain, et ça, c'est des choses qu'on continue d'accompagner dans un objectif qui est aussi la facilitation. Hein. On sait que le Maroc, enfin, l'Algérie s'est fermée à toutes les importations françaises de céréales. Ça entraîne des vraies difficultés pour certains opérateurs en la matière. Le marché marocain est un marché extrêmement important. Et ce type de coopération facilite aussi les échanges entre opérateurs nationaux. Donc, tout à l'heure, vous nous parliez de la question de personne ne veut reprendre le versement des aides. Nous, on peut vous aider hein, si vous voulez, parce qu'on a quand même un sujet sur tous les organismes d'État qui versent des aides. Non, je parlais du FSE+. Oui, c'est ça, mais j'allais justement élargir aussi aux autres aides que vous versez. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a encore une raison qui justifie que vous versiez certains morceaux de la PAC, pour faire très simple, hein, et que l'ASP en verse d'autres? Est-ce que demain, c'est pas l'ASP ou même pas plus l'ASP, mais avoir un organisme d'État qui verse toutes les aides, ce qui permet qu'au moins la personne, elle connaît les tiers, elle dispose de toutes les informations fiscales, d'adresse, enfin, est-ce qu'il pourrait aussi permettre de mieux faire le contrôle de la lutte contre la fraude, ou pour vous, il y a vraiment une justification à ce que France Agrimaire verse les aides qu'elle verse? Je mets entre parenthèses l'aide sociale, parce que j'ai compris que ça, c'est l'histoire, mais vous n'avez pas l'air de vous battre pour pouvoir le garder. On enchaîne peut-être directement avec les questions de Christian Billac. Je ne sais pas si Ghislaine a une intervention. Pour le moment, en fait, le temps passe très vite. Il nous reste 3 minutes. Moi, je serai assez près, d'autant que je dois aller prendre l'avion pour entrer dans ma circonscription. Donc, moi, je vais vous poser 3 questions. Premièrement, est-ce qu'en connaissant la situation financière des agriculteurs, vous ne pensez pas qu'il faudrait revenir à une conception des dossiers de demande un peu plus légère que ce qu'elle est? Parce que moi, j'ai connu l'époque où tous les agriculteurs remplissaient leurs dossiers. Aujourd'hui, avant de demander, il faut payer un organisme associatif ou privé pour monter des dossiers d'une complexité impossible à monter pour un agriculteur. Voilà. Alors que ce sont des choses très simples, ça devient compliqué. Voilà. Et l'agriculteur, il doit commencer à sortir de l'argent pour monter un dossier. Deuxième chose, les délais, parce que là, j'ai été sollicité par un agriculteur qui avait déposé un dossier d'aide il y a 3 ans ou 2 ans. Et donc, il reçoit le 3 février, ça, j'ai les dates en tête, un mail qui lui dit que la commission a statué et que son dossier est retenu. Ne voyant rien venir à septembre, il me sollicite en me demandant d'intervenir auprès de Jérôme Delspé. Je suis rejeté. Et donc, je vois Jérôme Delspé, je lui dis, voilà, il s'inquiète parce qu'il voudrait démarrer après vendange et il ne reçoit rien. Jérôme me dit, ouais, c'est pas normal, je m'en occupe. Et je revois Jérôme au vœu et je lui dis, Jérôme, ça ne bouge pas, quoi. Et là, grâce à notre action commune et efficace, le 2 février, l'agriculteur a reçu la notification indispensable pour obtenir le prêt bancaire. C'est-à-dire 364 jours après la réunion de la commission. Voilà. Ça, moi, je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Hein, voilà. Et ma troisième question, elle est encore plus simple. C'est lors de la création de France Agrimaire, il y avait combien de personnel dans les structures qui ont été regroupées et combien il y en a aujourd'hui? Alors, je reprends la question d'abord peut-être de la rapporteure. Je redis, parce que je crois que je l'avais dit dans mon propos liminaire, la ligne de partage, c'est celle des aides directes, qui est clairement le métier de l'ASP, et donc on est dans un système... je ne dis pas que c'est simple, hein, parce que Sylvain Maestracci pourra vous expliquer les complexités du système, et notamment des règles. Mais en revanche, on est sur un système où
il n'y a pas d'échange forcément à avoir avec l'agriculteur. Il déclare sa situation d'assolement, les productions qui sont les siennes, et en fonction de ses droits, il va se voir allouer une aide. Quand on est sur des dossiers de filière, d'entreprise, un projet, ce qu'on appelle les programmes opérationnels, les organismes de producteurs, les organisations de producteurs, pardon, peuvent bénéficier d'aide à leur programme d'investissement. On est là face à des entreprises qui construisent un projet autour de l'investissement, de promotion, d'actions innovantes. Et ça, c'est pas vraiment le même travail. C'est-à-dire qu'il y a forcément un travail d'échange qui se fait. Nos techniciens sur le terrain se déplacent, rencontrent les entreprises. Vous voyez, on est sur la partie organisation de marché. Et je pense que c'est un autre métier que l'ASP serait d'ailleurs en difficulté de faire. C'est ça pour moi la ligne de partage. Alors il y a sûrement des choses qu'on peut réajuster, peut-être des habitudes prises, des facilités. J'évoquais la gestion de crise, on est très vite sollicité parce que là aussi il faut trouver un opérateur qui soit prêt à le faire et c'est pas toujours si simple. Donc il faut trouver l'opérateur. Le ministère de l'Agriculture, il a plusieurs opérateurs. Il se tourne vers, en tout cas sur la gestion de crise, vers celui qui est en capacité aujourd'hui à réagir rapidement, à mettre en place le dispositif qui va bien, et en s'appuyant, c'est ça la cohérence, vers les services départementaux de l'État, qui sont les interlocuteurs naturels et qui, eux, ont à la fois à connaître des aides du premier pilier et en même temps des aides que FranceAgriMer peut apporter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Il y a évidemment régulièrement des questions à se reposer et le Sénat nous permet de le faire et des choses à améliorer ensuite dans notre action. Et moi, je serai évidemment très intéressé par les conclusions qui seront les vôtres. C'est l'avantage d'arriver. On peut se projeter ensuite avec des actions à mener dans les premières années de sa prise de poste. Monsieur le sénateur, alors sur la complexité des dossiers, moi je partage complètement. Il se trouve que ça fait très longtemps que j'ai commencé à travailler. J'étais dans un service d'économie agricole, donc j'étais en face à face direct avec les agriculteurs et j'ai vu au fil des décennies maintenant l'évolution des dossiers. Je le partage complètement, mais là on est dans un... dès qu'on est sur des fonds européens, excusez-moi, je vais profiter du verre d'eau. Dès qu'on est sur des fonds européens, on doit respecter toute une série de règles, sous peine de risque de non-appurement et des factures qui peuvent se chiffrer en milliards d'euros. Mais ça, Sylvain Maestracci l'expliquera mieux que moi. C'est 9 milliards, le premier pilier de la PAC. Si jamais le nombre d'anomalies est trop important, la Commission peut être amenée à mettre en place des sanctions qui sont redoutablement élevées. Et donc ça amène... je dirais d'année en année, d'audit en audit, à resserrer un certain nombre de règles pour être sûr de ne pas avoir demain à rembourser ou à ne pas bénéficier des versements nécessaires. Donc on est espèce dans une machine un peu infernale. Alors on sent que depuis peut-être un an ou deux, il y a une meilleure compréhension de l'excès de cette complexité et qui amène au niveau national, au niveau européen, à essayer de simplifier les choses. On va le voir sur la viticulture, avec notamment la simplification des contrôles, puisqu'on va réduire sensiblement les contrôles. Et ça, c'est une évolution européenne et non nationale. Et donc, ça va sans doute en partie simplifier le travail des viticulteurs. Alors, je suis désolé sur le dossier que vous citez, mais je suis preneur du nom du viticulteur concerné. Le délai est sûrement trop long. Il faut savoir que depuis, c'est vrai qu'on oublie de le rappeler, mais depuis 2020, nos organisations étaient quand même diablement secouées. Et en plus, on a eu à gérer des plans de relance, France 2030, également un dispositif de planification écologique important, qui ont amené, sans effectifs supplémentaires, c'est ce qui me permettra après de répondre à la dernière question, une charge de travail absolument considérable. Et ça me permet, devant vous ici, de saluer le travail qui est fait dans l'équipe et par Stéphane Le Den, parce que son équipe a dû se retrouver confrontée à gérer des dispositifs extrêmement nombreux dans des temps très courts, avec malheureusement en plus toute une série de crises conjoncturelles importantes, et on sait que là, il faut aller encore plus vite. Donc on peut être amené quelquefois, quand il y a une crise conjoncturelle, à privilégier
le dispositif de gestion de crise à un autre dispositif d'action. Et donc, voilà, on est il y a eu réellement ces dernières années une surcharge d'activité. Donc ça n'a pas toujours permis de répondre aussi rapidement à des demandes individuelles. En tout cas, avec Julie Braillère, ça fait partie de notre feuille de route, hein, et donc on s'investit avec Stéphane Le Den également à trouver la bonne organisation pour pouvoir traiter ces cas qui nous remontent, et on les étudiera avec beaucoup d'attention pour essayer de faciliter. Et en fait, il faut qu'on renforce l'équipe sur des cas particuliers qui sont quelquefois difficiles à traiter et qui mettent plus de temps à aboutir. Mais globalement, en fait, ce qui remonte quand même vers les élus, c'est souvent les cas difficiles. Et c'est pas loin de là la majorité des dossiers, mais évidemment, ce sont des irritants qu'il faut absolument qu'on puisse régler. Quand ils nous remontent ou quand vous nous alertez, c'est évidemment pour nous une priorité. Et puis le dernier point, et je pense que c'est assez parlant, en 2009, 1500 agents dans l'ensemble des offices qui ont constitué France Agrimaire. Aujourd'hui, c'est moins de 1000. On a eu notre notification d'ailleurs ce matin, on est à 968 équivalents temps plein. Nous étions 1500 en 2009. Donc ça vous montre l'évolution qui s'est réalisée, beaucoup autour des fonctions support, puisque je sais que vous aviez posé cette question au directeur général de l'OFB. Les fonctions support sont les fonctions qui ont le plus réduit, puisqu'on a additionné, enfin, mon prédécesseur avait additionné des services support qui arrivaient des différents établissements. Et là, il y a évidemment, il y a eu des économies d'échelle extrêmement importantes. Et ah oui, mais nous, notre métier, c'est pas les exploitants agricoles, c'est les acteurs économiques. Donc c'est vrai que non, mais j'entends souvent, étant au ministère de l'Agriculture, ayant passé beaucoup d'années au ministère de l'Agriculture, je l'ai souvent entendu, mais le ministère de l'Agriculture n'est pas seulement le ministère des agriculteurs. Évidemment, c'est une priorité des ministres, hein, et depuis toujours, mais c'est effectivement peut-être plutôt le ministère de l'Alimentation. Quand les services de la Direction générale de l'alimentation nous garantissent la qualité des produits que tous les Français consomment. Alors évidemment, depuis l'étable jusqu'à l'étal, oui, c'est pas mal ça, donc jusqu'à l'étal, mais ça concerne les Français. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'alimentation des Français, de la même façon que dans nos missions, nous on travaille avec les entreprises, on travaille avec les filières, on travaille sur l'exportation avec les pays étrangers, on essaye de développer, d'accompagner le développement des exportations. Tout ça, c'est pas directement lié au nombre d'agriculteurs, c'est lié plutôt au volume de production. Et les agriculteurs français, moins nombreux en chef d'exploitation, mais sans doute tout aussi nombreux avec les salariés agricoles, ne sont pas. Enfin, c'est pas l'indicateur qui ils produisent autant que leurs parents et grands-parents. Peut-être même beaucoup plus que leurs arrière-grands-parents des années 30. Bien, merci, mesdames, messieurs, pour cet éclairage sur France Agrimaire. Merci d'avoir partagé un peu de temps avec nous pour cette commission d'enquête. Et on va enchaîner justement avec l'ASP tout de suite. Merci beaucoup de votre écoute. Merci.
propose de